En géopolitique, il y a du cynisme. Quand il marche, l'idéalisme, c'est qu'il est un prétexte pour masquer encore plus de cynisme. Puisque nous sommes universels et nous sommes les meilleurs, il faut s'étendre. Quand on s'étend sans limite, ça s'appelle un empire. En Malaisie, on est à la fois pour le Hamas et pour la mondialisation. Le mondialisme n'est pas forcément gentil, cool, libéral. Il n'y a que le dindon de la farce européen qui y croit. Quand il y a un processus qui enclenche une vraie démondialisation, souvent une guerre s'ensuit. Si on écoute les gens informés, on peut quand même savoir les choses, sauf que souvent l'être humain n'a pas envie de savoir. Il y a très peu de domaines aujourd'hui où les Chinois sont pas en train de nous doubler. On n'est pas dirigé par l'Amérique, on est dirigé par les anglo-saxons. Daesh rappelle qu'un musulman n'a pas le droit de vivre en Europe. Si tu mets tes enfants à l'école publique, tu es déjà de facto un mécréant, tu es un apostat, tu mérites la mort. Il est faux de dire que le Hamas n'est qu'un proxy de l'Iran, mais personne ne fera rien pour les Palestiniens concrètement. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue et vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, qui est une réactualisation, une mise à jour du dernier, qui s'intitule « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse ». On ne peut pas parler de tout, évidemment, parce que c'est un livre très dense, il fait près de 700 pages. On va parler surtout de la crise de l'Occident, dont on parle quand même beaucoup en ce moment, un peu de l'islamisme et du djihad mondial, et un petit point sur l'Europe, la situation des États européens. Voilà, est-ce ils ont les moyens de faire face à ce qui se passe dans le monde et aux enjeux contemporains. Mais avant de commencer, j'aimerais vous entendre sur un petit sujet d'actualité. Henry Kissinger, le grand stratège et spécialiste des relations internationales, est mort récemment, il y a quelques jours. Et vous parlez de lui dans ce livre. J'aurais voulu savoir s'il avait une influence sur vos thèses personnelles, sur votre façon d'envisager les problématiques internationales et ce que vous pensez du personnage, tout simplement. Je vous avoue que, tout d'abord merci de l'invitation, je vous avoue que quand j'étais jeune étudiant, je le trouvais diabolique. Et je le détestais même un peu, car j'étais épris de la cause des chrétiens du Liban. Et il avait dit très cyniquement que la solution, ce serait de mettre les Palestiniens au Liban et les Libanais chrétiens, qui étaient l'obstacle aux Palestiniens, au Canada. Donc bien sûr, au Moyen-Orient, on l'avait pris en grippe, il déplaisait même pas qu'aux chrétiens, il déplaisait à tout le monde au Moyen-Orient et au Liban. Et avec le temps, je me suis rendu compte que son cynisme, certes, est désagréable, mais en géopolitique, il y a du cynisme, en stratégie, en relations internationales, il y a beaucoup de cynisme, de la réelle politique, du pragmatisme. L'idéalisme n'a pas trop sa place. Quand il marche, l'idéalisme, c'est qu'il est un prétexte pour masquer encore plus de cynisme. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était quand même un grand monsieur. C'était d'ailleurs l'ami de mon maître en France, le général Pierre-Marie Gallois, initiateur de la force de frappe nucléaire française, la dissuasion du faible au fort. Kissinger venait à son anniversaire chaque année, donc j'étais assez fasciné par le personnage. Gallois m'en parlait souvent. Kissinger se déplaçait à l'anniversaire du général Gallois. C'est pour vous montrer qu'on a eu aussi un grand stratège qui est une cellule de la CIA avait été ouverte spécialement pour étudier tout ce que faisait mon maître et ami le général Gallois. Donc Kissinger ne venait pas pour rien aussi, il le considérait. Et Kissinger a écrit à partir de la chute du mur de Berlin et de la fin de l'ex-URSS, Kissinger a commencé à développer une thèse qui a beaucoup choqué, que l'on a critiqué même jusqu'à sa mort. Il est mort il y a quelques jours, beaucoup l'ont reproché même le jour de sa mort. Il disait que plus l'OTAN s'étendrait vers l'Est, au détriment du jardin, du pré-carré russe, plus il y aurait des risques de guerre directe OTAN-Russie, et plus on encerclait la Russie, plus on refusait de lui tendre la main lorsqu'elle voulait, parce qu'il y en a qui disent qu'elle n'a jamais voulu, elle a voulu tendre la main. Il disait, ce serait une erreur car ça va renforcer les tendances les plus anti-occidentales, antidémocratiques et hostiles et radicales. On peut quand même pas faire mieux, on ne peut pas faire mieux comme prédiction. Le risque de guerre, que ça soit la faute des Russes ou pas, on est en guerre pratiquement directe, OTAN-Russie, presque directe, et que ça soit la radicalisation du pouvoir russe en réaction au fait que la Russie n'a jamais été considérée par l'Occident, que nous ayons eu raison ou tort. Je ne suis pas là pour juger et défendre les Russes, pas du tout. Mais le constat de Kissinger, non pas m'a influencé, sans prétention, mais à conforter ce que je pensais, puisque j'avais écrit avec Gallois dans mon premier livre en 97, préfacé par Marie Gallois. Déjà, j'annonçais l'Europe vers la guerre, comme Paul-Marie Couteau d'ailleurs avait écrit un livre à la même époque. L'Europe vers la guerre, c'était la conséquence logique de notre folie expansionniste
au nom d'un universalisme qui n'aurait aucune frontière, aucune limite. Puisque nous sommes universels et nous sommes les meilleurs, c'est la fin de l'histoire de Fukuyama, il faut s'étendre à fond vers l'Est, sans limite. Le problème, c'est que quand on s'étend à fond, sans limite, ça s'appelle un empire. Nous sommes, nous aussi, un empire. En tout cas, nous sommes perçus comme tels par les Russes qui ont vu une agression contre leur propre empire. Et c'est un Fukuyama sur la fin de l'histoire et sur le triomphe conjoint de la démocratie et du libre-échangisme économique. Il affirme que l'essor de la démocratie et de l'économie de marché n'a pas engendré automatiquement un monde juste, pacifique et intégré, et qu'au contraire, là vous le citez, on a vu se manifester dans plusieurs régions du monde un élan en sens inverse qui cherchait à construire des remparts contre d'être propice aux crises. Donc effectivement, il avait anticipé... Oui, et ça, c'était plus tard que c'est prédit beaucoup de ses électeurs, ce côté très, très anti-russe et pro-ukrainien et atlantiste, ça a été prononcé dans une conférence un an et demi avant sa mort. Alors, il est vrai que depuis janvier 2023, Kissinger est légèrement revenu sur le fait que l'Ukraine ne pouvait jamais accéder à l'OTAN. À mon avis, il a reçu des pressions, parce qu'il a beaucoup choqué depuis des années en disant que l'OTAN était l'un des responsables de la guerre et que nous avions provoqué la Russie. Il dit la même chose que John Mearsheimer, que je cite aussi, le grand stratège américain controversé parce qu'il a critiqué le lobby israélien et il a été... c'est vrai qu'il a écrit des choses un petit peu... Avec Walt, Pascal. Il a un livre avec Walt, oui, voilà. et Walt, là, sur le lobby israélien. Absolument, qui a beaucoup choqué, qui, moi, ne m'a pas plu personnellement, qui rejoignait un peu la doctrine Boniface au PS, lorsque Boniface, déjà, il faut lâcher les Juifs au profit des musulmans, etc. Mais c'est quand même plus profond ce qu'a écrit Mearsheimer. Malgré tout, les deux, ce qui sont quand même deux sommités spécialistes des relations Occident-Russie, les deux ont dit que nous avons provoqué les Russes avec l'extension de l'OTAN et surtout la porte ouverte de l'OTAN à partir de 2008 vers la Géorgie et au profit de l'Ukraine. L'Ukraine l'a d'ailleurs inscrit dans la Constitution qu'il faut rentrer dans l'OTAN, ce qui crée une pierre d'achoppement définitive avec les Russes. Et alors, il est un peu revenu là-dessus, il faut être honnête, hein, je le rappelle, mais dans le livre, quand j'ai écrit ce livre, c'est en fait un tome 2, on a rajouté 250 pages, il n'était pas encore tout à fait revenu, je pense qu'il a subi des pressions parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes Kissinger, quand vous êtes quelqu'un qui vient quand même du système américain, il est quand même très difficile, c'est pas un gauchiste qui a toujours critiqué l'impérialisme comme Noam Chomsky, il est l'homme qui a encerclé la Russie en réconciliant l'Occident avec la Chine pour isoler les Russes soviétiques. Donc de sa part, c'était extrêmement gênant ce qu'il a dit depuis... mais c'est pas la sénilité, il le dit depuis 20 ans, hein, qu'on a provoqué les Russes avec une extension vers l'Est qui ne pouvait susciter que des réactions. Alors avant de rentrer vraiment dans le du sujet, au moins de certains sujets que vous abordez dans ce livre, j'aimerais juste une précision de vocabulaire. Vous dites la mondialisation dangereuse et... Moi, je suis journaliste, quand on parle de ces sujets-là, souvent dans les débats même qu'on peut regarder, on entend le mot mondialisme, mondialisation, globalisation, parfois tout ça est un peu mélangé. Est-ce que vous faites une différence entre ces termes-là, globalisation, mondialisation? Pour beaucoup de gens, c'est vraiment la même chose. Donc pourquoi oui. Les deux mots Alors, globalisation, c'est le terme anglo-saxon, qu'on retrouve aussi en Espagne ou en Italie. Beaucoup de pays européens ont repris le terme tel quel américain. En France, c'est notre spécificité. On a préféré mondialisation, qui est un petit peu moins connoté globaliste, mais c'est quand même plus ou moins synonyme. C'est la façon française de dire globalisation. Par contre, la nuance qui existe, qui est énorme, même s'il y en a déjà entre globalisation et mondialisation, la vraie nuance, elle est entre, bien sûr, mondialisme et, de l'autre côté, mondialisation, globalisation, puisque globalisation, mondialisation, c'est un état de fait. C'est des échanges, c'est ce qui vous permet, vous et moi, d'avoir des copains, des copines à Singapour et d'avoir l'impression d'être à 5 minutes de distance, faire des visios, échanger, abaisser les droits de douane, etc. Par contre, le mondialisme, c'est une idéologie qui, en Occident, est présentée comme la conséquence nécessaire de la mondialisation ou de la globalisation. C'est pour ça que les Américains, ils ne parlent pas de mondialisme, souvent ils parlent de globalisme, c'est l'équivalent. Nous, on parle de mondialisme, donc c'est cette volonté de créer une sorte de gouvernement mondial, de supprimer les souverainetés, alors, sauf des Américains. Entre parenthèses, aux États-Unis, on aime bien le globalisme, surtout chez les démocrates, à condition que ça n'enlève pas la souveraineté des Américains, mais toutes les autres, elles sont quand même nuisibles pour l'humanité. Seule la souveraineté américaine est bonne pour l'humanité. Ça, c'est petite précision. Mais en gros, le mondialisme ou le globalisme,
que fustige Trump ou que fustige Orban, c'est cette volonté de faire croire que comme on échange tous, il y a Internet, etc., et les transports, le monde est rétréci, et il n'y a plus de frontières, et du coup, la frontière est un instrument de torture, ce que me disait un grand homme politique italien, Leo Luca Orlando, ancien maire de Palerme, qui a créé un parti très buoniste, c'est-à-dire très politiquement correct. Et en fait, je lui expliquais que les pays aujourd'hui qui profitent le plus de la mondialisation, qui n'est pas le mondialisme, et qui sont le plus anti-mondialistes, le plus souverainistes, c'est des pays comme la Chine, ou l'Inde, ou la Turquie, ou bien entendu la Malaisie, où s'est entraîné le Hamas récemment. La Malaisie, c'est pas rien. Quand on dit que c'est quand même une mondialisation assez particulière, en Malaisie, on est à la fois pour le Hamas et pour la mondialisation. En Turquie, on est à la fois contre le LGBT. Erdogan a été élu sur un programme au deuxième tour où il n'arrêtait pas de dire à chaque discours, si vous votez pour le candidat Kılıçdaroğlu, Kemaliste, vous votez pour les LGBTismes et la Turquie sera détruite et vos familles seront dépecées. Si vous votez pour moi, on fera barrage au LGBTisme. Ne parlons pas bien sûr de l'Inde de M. Modi qui est très traditionnaliste avec la doctrine de l'Hindutva, ultranationaliste, impériale et l'Inde aux hindouistes. Sans parler de la Russie ou de la Chine de M. Xi Jinping, qui est une sorte de mélange de Mao et de Confucius. Il a mélangé le néo-maoïsme et le confucianisme dans une logique très souverainiste. Donc aujourd'hui, les pays qui tirent leur épingle du jeu, on pourrait parler aussi des Émirats, qui sont très nationalistes, qui accueillent tous les oligarques russes tout en étant proches de l'Occident. Les Émirats promeuvent le nationalisme partout en Égypte et ailleurs contre l'islamisme, qui lui est un mondialisme. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que l'islamisme n'est pas une réaction identitaire. C'est en fait un mondialisme comme un autre. Il y a, si vous voulez, des concurrences dans le mondialisme. Il y a le mondialisme occidental, LGBTiste, Amazon, GAFAM, libéral-libertaire. Et il y a le mondialisme intégriste, fondamentaliste de l'islam, qui est un universalisme concurrent. Donc on voit bien que le mondialisme n'est pas forcément gentil, cool, libéral. Il a plusieurs voies et en fait, il n'a pas réussi à vaincre. La preuve, l'Occident dit que la mondialisation débouche forcément sur le mondialisme, la fin des frontières et une gouvernance mondiale. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les meilleurs acteurs, les plus performants de la mondialisation, parce que nos sociétés ont eu l'avidité de vouloir délocaliser chez les anciens ploucs Inde, Chinois, Bangladesh, Pakistan et tous les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien on se rend compte que les anciens ploucs, soi-disant, Indiens surtout et Chinois, eh bien aujourd'hui doublent leurs anciennes puissances coloniales ou ennemies. L'Inde a doublé en PIB l'Angleterre et c'est que le début. On voit bien que la mondialisation n'est pas du tout synonyme forcément de mondialisme et de renoncement aux identités. Il n'y a que le dindon de la farce européen qui y croit. Parlons justement de l'Occident. Alors, ce qui est très très bien fait, et vous l'expliquez d'ailleurs au début du livre, c'est que vous essayez de croiser des tendances lourdes avec des variations contemporaines, c'est-à-dire vous allez plonger loin dans l'histoire et la géographie. Ça, c'est vraiment les tendances de fond, les tendances lourdes, et pour essayer de les articuler aux mutations qui peuvent, elles, se passer sur 10, 20 ans, etc., et de comprendre comment tout ça se répond, etc. Il y a une tendance lourde quand même, il y en a plusieurs évidemment. C'est un long mouvement de désoccidentalisation qui s'amorce et qui paraît assez inéluctable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, ça recoupe aussi des petites mutations récentes, parce que finalement il y a eu un tournant là. On a senti avec le Covid, avec la Russie, quand on a commencé à dire on va faire des sanctions contre la Russie, quand on s'est rendu compte qu'il y a plus de 50% de la population mondiale qui en fait disait non, on va pas sanctionner les Russes. On a vu que les BRICS montaient en puissance, le système SWIFT qui a été bancaire, qui a été contesté, etc. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'Occident est vraiment, parce que vous le disiez, Erdogan, l'Inde, la Chine, etc., ils profitent de la mondialisation, mais c'est un nouvel âge identitaire pour eux, ils s'affirment complètement contre les valeurs occidentales. Quel état des lieux vous faites de ce mouvement de désoccidentalisation, qui est aussi un mouvement de dédollarisation, vous le dites? Oui, alors la dédollarisation, je l'aborde dans le dernier chapitre consacré à la démondialisation ou à l'amoindrissement de la mondialisation, parce que
on n'est pas encore tout à fait dans une démondialisation, expression heureuse de Sapir, ou même de l'anglais, mais je pense qu'on est plutôt dans une réduction ou une fin de l'augmentation de la mondialisation. On est à un processus où certains pays essaient de refaire une toute petite dose, c'est très léger de protectionnisme, mais c'est un mouvement enclenché depuis la crise de 2007-2008 que l'on constate dans beaucoup de pays. Évidemment, certains lancent une alerte quand il y a un processus qui enclenche un début de démondialisation, voire une vraie démondialisation, donc une réduction de la mondialisation en tant qu'échange, souvent une guerre s'ensuit. Les guerres sont permises par le fait que justement on est moins dépendants les uns des autres, et comme on est moins dépendants des autres, on peut plus facilement faire la guerre. Ça explique d'ailleurs pourquoi la Russie a attaqué de manière assez surprenante, un territoire souverain dont elle avait reconnu les frontières, ce qui est assez inédit, alors que l'Inde, la Chine voudraient faire de même avec des voisins, mais ne le font pas, parce que l'Inde et la Chine sont ficelés, sont tenus par la mondialisation, ça empêche les guerres. La mondialisation est trop importante entre l'Inde et la Chine. D'ailleurs, Xi Jinping en Chine voudrait réduire l'externalisation et la mondialisation, enfin le degré de dépendance de son pays aux échanges extérieurs. Il veut augmenter les échanges domestiques, la consommation domestique. Donc la Russie a pu attaquer un pays souverain en sachant parfaitement qu'il y aurait des réactions sans précédent de la part, en tout cas de ceux qui sont contre cette violation de l'ordre international, parce qu'elle était la moins mondialisée. La Russie rend dépendant toute une série de pays parce qu'elle exporte des matières stratégiques, mais on n'a pas besoin de la Russie pour avoir des fauteuils et pour alimenter des Decathlon, pas trop, à part pour certaines matières certaines métaux précieux, mais c'est quand même assez minime. Et même l'uranium, on peut trouver de l'uranium ailleurs, et même du palladium, même si on est très dépendant de la Russie, c'est quand même assez minime. Et on n'a pas forcément besoin des armes russes, on peut avoir des armes américaines, à la preuve depuis l'Ukraine. Donc, moins un pays est mondialisé, plus il peut choisir la guerre. Inversement, plus il est mondialisé, moins il va avoir tendance à utiliser la guerre directe. C'est pour ça que les conflits, on en parle dans ce livre, ce sont essentiellement des conflits non interétatiques, ou plutôt intra-étatiques, à l'intérieur d'un État. Sur 137 conflits que nous abordons, il n'y en a que 2 qui sont interétatiques pour l'instant, parce que Gaza-Israël, c'est pas vraiment 2 États. C'est un État contre une organisation hybride, une entité hybride, comme on dit en géopolitique. Il y a eu l'Azerbaïdjan avec les Arméniens, même si c'est pas 2 États, c'était quand même des Arméniens d'Azerbaïdjan, de l'Astrakhi, du Haut-Karabakh, qui étaient liés à l'Arménie. L'Arménie contrôlait beaucoup l'enclave arménienne d'Azerbaïdjan. Donc là, on parle de ce conflit dans ce livre, qui est un conflit quasi inter-étatique, puisque derrière, il y avait quand même l'Arménie, même si officiellement l'Arménie n'était pas belligérante. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan risque d'attaquer l'Arménie pour obtenir ce passage, le fameux corridor de Zangezur. Donc un conflit interétatique, nous l'avons annoncé, entre l'Arménie elle-même et l'Azerbaïdjan est imminent. Il est déjà larvé. Et bien sûr, le plus grand conflit interétatique depuis au moins 40 ans, c'est le conflit Ukraine-Russie, que nous avions annoncé dans le premier tome. Ça, c'est le 2e tome. Le premier tome a été écrit presque 1 an avant l'invasion, et nous l'avions annoncé parce qu'il n'y avait aucun mérite, tout simplement. Moi, je ne comprends même pas que certains n'aient pas pu envisager cette guerre. Tout était réuni, toutes les conditions étaient réunies, y compris les amoncellements de troupes, y compris les avertissements des uns et des autres. Moi, des gens m'appelaient tant d'Ukraine que du Donbass, des observateurs, journalistes, en me disant c'est imminent, ça va péter. C'est comme pour Gaza. Gaza, le conflit a éclaté le 7 octobre, mais en mai dernier, je devais me rendre en Israël, chez quelqu'un que vous connaissez peut-être sur cette chaîne, Pierre Rehov, qui est un ami de M. Simon, et Pierre Rehov me dit viens, mais sache qu'une guerre est imminente, on est à 1 minute de la guerre, ça c'est arrivé en octobre. Vous voyez, en fait, si on écoute les gens informés, on peut quand même savoir les choses, sauf que souvent l'être humain n'a pas envie de savoir. Oui. Tout cela était prévisible, y compris la guerre, depuis des dizaines d'années. Mais donc, mondialisation dangereuse, démondialisation dangereuse, si je vous écoute bien. Alors, en fait, le désenclavement crée du conflit. Alors, le désenclavement crée du conflit, alors tout à fait juste, mais en même temps, la mondialisation n'est pas forcément heureuse dans la mesure où cette mondialisation n'est pas neutre. Telle que la conçoivent les anglo-saxons et les américains, la mondialisation a été produite
pour rendre l'humanité dépendant aux normes et à nos multinationales. Idéalement, quand la mondialisation a explosé au sens positif du terme, après la chute du mur de Berlin, on s'est dit on va étendre la mondialisation anglo-saxonne occidentale, donc occidentalo-centrée, avec nos normes, nos valeurs et nos façons de faire, et avec tout ce que l'on transporte comme soft culture, comme consommation identitaire, culturelle, musique, bouffe, vêtements, mode, etc. Alors nous, on pensait qu'on en resterait maître. On présente ça au monde comme quelque chose de naturel, nous, pratiquement. Hein. Alors que c'est pas du tout naturel, c'était quand même des rapports de force, puisque nous avions la possibilité d'imposer aux anciens ploucs une délocalisation, mais pour notre modèle à nous. Il se trouve que les fameux anciens soi-disant ploucs sont devenus entre-temps meilleurs mathématiciens que nous, meilleurs en technologie dans beaucoup de domaines. On fait allusion à la physique quantique et aux ordinateurs quantiques dans ce livre, mais pas que. Il y a très peu de domaines aujourd'hui où les Chinois sont pas en train de nous doubler. Les Indiens sont quand même les meilleurs aussi en mathématiques. Si vous enlevez les Indiens de la Silicon Valley, il reste plus grand-chose. Nous sommes complètement déclassés en mathématiques, les Français, alors qu'on était premiers. On est 28e. Oui, le rapport PISA, enfin, c'est assez catastrophique. Mais même l'abrutissement de l'anglo-saxon, de l'occidental moyen à cause de la culture du plaisir et de l'hédonisme et de l'individualisme et de la souveraineté du moi avec le LGBTisme et tout le monde est susceptible et personne ne veut être appelé comme il devrait être appelé, etc. Si vous voulez, tout cela, ça crée un abrutissement général. Aujourd'hui, en Amérique, on a des profs qui ne peuvent plus faire cours, ils sont apostrophés par des bandes, pas de gens forcément de couleur, hein. C'est souvent des bons petits blancs qui sont LGBTistes, mais ils harcèlent ce professeur parce que son cours est nul et non avenu, parce qu'il y a des professeurs blancs qui sont cités et le prof ne peut pas continuer son cours. Ça, forcément, à un moment, il va y avoir un abrutissement général de niveau culturel en Occident, et c'est déjà le cas. C'est ce que nous appelions dans le sous-titre du premier tome, le grand déclassement. Donc la mondialisation, si vous voulez, elle est neutre, mais quand elle habille, je reviens à mon propos, la mondialisation, elle a servi à habiller, à être un prétexte, car c'est quelque chose d'indéniable, pour justifier un mondialisme qui, lui, est le résultat de l'impérialisme américain et occidental et anglo-saxon en général. Et lui, il est beaucoup moins pacifique, puisqu'il crée des réactions, hein, action-réaction. Si la mondialisation, si en fait derrière et ou au nom de la mondialisation, on nous fait passer un mondialisme qui fait que les Five Eyes, vous savez, les 5 pays anglo-saxons qui partagent le renseignement et qui sont le vrai pouvoir mondial. Il faut savoir que, pour nos auditeurs, on n'est pas dirigé par l'Amérique, on est dirigé par les anglo-saxons. Et c'est pas de l'anglophobie. Les anglo-saxons ont créé des structures comme les Five Eyes, c'est ce qu'on apprend dans le renseignement et même ailleurs, avec le système échelon longtemps et maintenant prisme. Et ces Five Eyes, c'est les 5 yeux anglo-saxons, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Angleterre, États-Unis. Ils partagent tout le renseignement et les GAFAM nous espionnent en permanence pour tout livrer à la NSA. Et les 5 pays anglo-saxons, y compris l'Angleterre quand elle était membre de l'Union européenne, nous espionnaient au profit de la National Security Agency. Donc ça, c'est le vrai mondialisme. Il masque en fait un projet anglo-saxon de domination planétaire, mais pour faire accepter cette domination planétaire, ses normes, sa culture, sa malbouffe, ses stars, parce que tout cela est lié, son Hollywood, etc., ses ordinateurs. Moi-même, je suis victime de la mode, j'achète du Apple, et un de mes amis me dit, sois cohérent, achète autre chose que du Apple. Mais c'est ça, quand un pouvoir soft power est très fort, il fait consommer même celui qui est contre ce soft power. Et donc, toutes ces normes créent des réactions, et c'est la fameuse réaction identitaire de Clinton, mais aussi de Benjamin Barber. Le premier chapitre rappelle les grandes théories des années 90 jusqu'à celle de Graham Allison qui annonce la guerre Chine-États-Unis. C'est le piège du Thucydide, oui, ça. Le piège du Thucydide. Et Destinated for War, le livre. Mais Benjamin Barber est génial. Il a créé l'expression Macworld et il dit Macworld, pour masquer sa domination impériale, ça fait croire qu'il est purement une idée de bien-être, de consommation. Alors il parle Macworld parce que c'est Macintosh et McDonald et Word, c'est le sens globalisme. Mais il dit attention, le problème de ce Macworld, c'est comme l'Union soviétique. En voulant tout fusionner et faire un homme nouveau, déraciné, qui sera un consommateur de Macworld, qui n'aura plus d'identité à part la langue anglo-saxonne, on va créer des réactions identitaires. Et en ce sens, la mondialisation
n'est pas pacifique, puisqu'elle crée des réactions. Le monde de l'islam, avec sa charte de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, qui est une charte des droits de l'homme islamique qui contredit totalement toutes les valeurs occidentales. 57 pays ont adhéré à cette charte islamique universelle des droits de l'homme, reconnue d'ailleurs par l'ONU. On a le monde russe qui est entré en guerre totale contre les valeurs occidentales, libérales, libertaires. La Chine, dans la disposition 7 des 10 points sur les menaces fondamentales émises par le Parti communiste chinois, la 7e, c'est les valeurs libérales occidentales considérées comme un poison anarchisant. Voilà comment nous sommes perçus. Donc on voit bien que la mondialisation, elle ne produit pas que des contents, mais surtout la mondialisation en tant que phénomène neutre, de circulation, ça permet aux virus de circuler. Les virus ne sont pas arrivés là où on n'a pas de voyage. Donc la mondialisation, c'est aussi les virus. La mondialisation, c'est aussi les mafias. Les mafias se réjouissent quand il y a des abolitions de frontières. On l'a vu avec le NAFTA, le Northern American Free Trade Exchange, le fameux donc accord de libre-échange nord-américain dans les années 90. Dans la série Netflix, on voit les mafieux mexicains qui ouvrent le champagne. Ils sont contents parce qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement faire passer de la drogue. On voit bien que la mondialisation, c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est aussi le grand déclassement parce qu'il y a une concurrence de gens qui ont plus faim que nous, ils sont plus motivés, plus disciplinés à l'école, ils deviennent meilleurs. La mondialisation, c'est aussi le chômage de masse. Non seulement l'intelligence artificielle qui va faire des hécatombes, pas que ChatGPT, GPT en général, l'IA, on en parle aussi dans le livre de cette précarisation, mais la mondialisation, c'est aussi la précarisation, l'ubérisation, une société où il n'y aura plus de protection sociale, tout le monde sera ubérisé, on aura l'impression d'être libre, et ça va être une régression totale au niveau des droits sociaux et des acquis sociaux. Il y a aussi le chômage de masse, les gens qui ont voté Trump, c'était des gens qui votaient contre un déclassement et une perte d'emploi due au fait que on produit 10 fois moins cher de l'autre côté de la frontière mexicaine. Donc c'est pas que des bonnes nouvelles en soi, même si c'est vrai que quand on démondialise, on peut plus facilement rentrer en guerre intra-étatique. Ça ne veut pas dire que la mondialisation en elle-même n'est pas provocatrice, n'est pas créatrice de conflits, mais les conflits que provoque la mondialisation, jusqu'à maintenant, ils ont été des conflits intra. C'est-à-dire, par exemple, la France, quand il n'y avait pas cette mondialisation technologique, il était assez facile d'intégrer même quelqu'un de très différent, un Maghrébin ou un Indonésien, etc., parce qu'il n'avait pas trop de contact avec sa famille d'origine. Maintenant que vous avez, avec Internet et la télé, un contact permanent avec le pays d'origine, la haine développée par le pays qui s'appelle l'Algérie, par exemple, chaque jour contre la France, pour des raisons en fait souvent démagogiques, ils n'y croient même pas certains, parce qu'ils sont très francisés, l'élite algérienne est très francisée, mais ce discours hyper anti-français, il n'arrivait pas trop dans les banlieues aujourd'hui, il arrive tous les jours. Et donc ça met de l'huile sur le feu. Donc la mondialisation, c'est aussi le fait qu'une diaspora va moins s'intégrer, puisqu'elle va moins facilement couper le cordon ombilical avec son pays d'origine, et ça fait des conflits intra-identitaires, intra-civilisationnels, ou des conflits de civilisation intra-étatiques. Alors justement, l'islam, vous en avez parlé un petit peu, est une arme de réaffirmation identitaire possible. Est-ce qu'on peut faire, et évidemment c'est une question rhétorique parce que je sais que vous le faites dans le livre, une géopolitique de l'islamisme, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que c'est très intéressant parce que on s'y perd un peu quand on n'est pas spécialiste. Vous avez dit que l'islam pouvait être une forme de mondialisme, parce que oui. C'est un universel qui est censé s'étendre potentiellement à l'ensemble de l'humanité, mais qu'on a par exemple un Erdogan qui est un islamo-nationaliste, qui est pan-turquiste éventuellement, c'est-à-dire qu'il veut prendre tous les pays turcophones et les rassembler, mais il n'a pas une prétention... c'est un nationaliste, donc il n'a pas une prétention universelle. Pourtant, c'est l'islam dans les deux cas. Donc comment est-ce qu'on peut s'y retrouver entre les différents pays, sachant que vous parlez d'un autre sujet très intéressant à mon sens, c'est attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Je crois que c'est ici. Les alliances anti-civilisationnelles. Parce que je pensais à la Turquie et je pensais ensuite au Pakistan. Il y avait les accords de Quincy à l'époque entre les États-Unis évidemment et l'Arabie Saoudite. Ça paraissait un peu contre nature. Bon, c'était pour des raisons de pétrole et d'énergie. Alors on va le faire en deux temps. Géopolitique de l'islamisme. Il y a l'opposition Dar al-Islam, Dar al-Harb, c'est ça, les pays qui sont en islam, les pays... Terre de l'islam, Dar al-Islam, Dar al-Harb, terre de la guerre, c'est-à-dire le pays non musulman, normalement est un pays où il ne peut y avoir que des relations de guerre avec le monde musulman, puisqu'il n'est pas soumis aux valeurs de la charia, la loi islamique. Et de ce point de vue-là, par exemple, un pays comme la Turquie,
qui est anciennement laïque, qui est en train de se réislamiser un peu via Erdogan, mais qui est quand même qui a un pied dans la modernité, avec une forme de nationalisme, etc., même s'il est très religieux. C'est l'islam dans les deux cas, effectivement, mais ça paraît peu compatible comme vision du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a en gros une gradation. Il y a, premièrement, le nationalisme, qu'il soit arabe ou kémaliste, qui est en conflit total avec l'islamisme, puisque l'un est un projet de la Oumma, réunir les musulmans dans une même patrie universelle, la Oumma al-Islamiyya, et de l'autre côté, soit le nationalisme arabe de Michel Aflaq, donc c'est le parti basse au pouvoir toujours en Syrie, qui était aussi au pouvoir en Irak avec Saddam Hussein. Ce projet du nationalisme arabe pur ou du kémélisme, le nationalisme turc pur, les deux étant très laïques, État souverain, modèle un peu français, italien, avec beaucoup d'imitations de la constitution suisse, italienne et française, et une admiration de la Révolution française. Là, c'est un projet totalement opposé au pan-islamisme. Ensuite, il y a des degrés, par exemple la Malaisie de M. Mahathir, un homme politique malaisien très important, extrêmement islamiste, en même temps très nationaliste, ou alors Erdogan, qui s'est allié avec les loups gris, c'est-à-dire le MHP, c'est le parti ultranationaliste fascisant d'ailleurs, puisque son créateur turquesse était pour Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Kemal voulait rester neutre. On voit effectivement chez Erdogan une synthèse islamo-nationaliste que j'ai analysée dans mes livres depuis les années 90. C'est une synthèse qui déjà était celle de Erbakan, son maître spirituel, l'homme qui a créé le Millî Görüş, la fameuse organisation qui, chez nous en France, est derrière de nombreuses créations de mosquées, des centres islamiques, etc. Donc Erdogan, il joue le pan-turquisme pour plaire électoralement à la base qui vote pour lui, qui est le MMHP, même si son ADN idéologique, c'est plutôt le Millî Görüş, où il a été formé, il est le disciple d'Erbakan, il a été formé dans la mouvance islamiste turque, mais en effet, dans la mouvance islamiste turque, il y a quand même cette idée qu'on va créer une Oumma, mais dont les Turcs prendront la direction. Et ça tombe bien de rencontrer des nationalistes, parce que là aussi, si on fait un projet de pan-turquisme, qui est un projet très différent, basé sur l'ethnie et la langue, eh bien c'est également la Turquie qui en sera le maître d'œuvre. Donc si vous voulez, on peut être à la fois un islamisant, un pan-islamiste comme Erdogan, à condition que la Turquie soit le maître du monde musulman, et il n'a pas renoncé à ce projet frériste, d'où son alliance avec les frères musulmans, son soutien du printemps arabe, etc. Avec l'islamisme sans frontières, il justifie un retour de la Turquie dans des pays arabes qu'il avait pourtant rejetés, mais au nom de la protection des musulmans, c'est assez habile, et en fait derrière c'est du néo-ottomanisme, et au nom de la protection des frères ethniques, linguistiques turcs persécutés par les Arméniens, comme si les Arméniens pouvaient persécuter les Azéris, eh bien là, on justifie l'aide à cet axe turco-azéri pour massacrer les Arméniens, ce qui a été fait en 2020 et en 2023, puisqu'en 2020, Erdogan a mis à 10... Et parfois, les deux se rencontrent, Erdogan a fait créer par un de ses généraux, je ne sais pas si on en avait parlé ici dans votre antenne, mais une milice qui est l'équivalent de Wagner, qui s'appelle la milice Saadet. Je ne sais pas si on vous en a parlé, c'est très important parce que j'ai été étonné, peu de gens en parlent. Saadet, c'est une milice de mercenaires qui est l'équivalent de Wagner pour les Russes, dont on ne parle jamais, elle est au moins aussi active. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre en Syrie, Erdogan, les Iraniens et les Russes avaient négocié les accords de Sochi, d'Astana, d'Istanbul et de Téhéran, plein de rencontres, et il était décidé que les Turcs, pour aider les Russes à déblayer le plancher, si vous voulez, à se débarrasser des islamistes qui étaient anti-Bachar al-Assad, les Russes avaient dit aux Turcs, on vous laisse canarder les Kurdes dans le nord de la Syrie, en échange, vous récupérez tous les djihadistes qu'on ne pourra pas tous tuer, et vous les bloquez dans le nord-ouest, dans la zone kurdophone qu'on vous laisse nettoyer. Vous pouvez récupérer ces militants d'Al-Qaïda, pour la plupart, quelques-uns de Daesh aussi, et vous les désarmez. La Turquie ne les a pas désarmés, et elle les a recyclés dans une milice de mercenaires très connue qui s'appelle Saadet, créée par le général Tanriverdi. Et ces miliciens issus d'Al-Qaïda ou de Daesh ou d'autres milices islamistes radicales, au nom du pan-islamisme, si vous allez sur le site internet de Saadet, on voit c'est écrit « Créer une fraternité islamique mondiale et défendre les musulmans en danger dans le monde ». Donc c'est du pan-islamisme, mais au service
Du panturquisme, quand ils arrivent en Azerbaïdjan en 2020 pour massacrer des Arméniens, c'est des milices islamistes qui viennent carrément du djihadisme, recyclés au nom de la défense des musulmans, mais pour aller canarder des chrétiens arméniens au profit d'Azéris qui sont des chiites, qui ne sont même pas de la même religion que la plupart de ces djihadistes, qui sont même plutôt détestés. Donc on voit que parfois il y a, si vous voulez, une hybridation entre l'islamisme et le nationalisme. Donc voilà, il y a l'islamisme, le nationalisme pur, et entre les deux, un national-islamisme qui est le modèle de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Turquie, du Pakistan. Le Pakistan est à la fois islamiste et nationaliste, il a créé Al-Qaïda. Donc effectivement, vous avez raison d'avoir souligné cette contradiction apparente, c'est pas toujours gris ou noir. Mais quand on est dans le pur de chez pur, on arrive dans l'islamisme djihadiste salafiste de Daesh, qui est totalement en faveur d'un État islamique mondial, qui serait l'État des musulmans et qui serait le seul État légitime pour les musulmans du monde entier. Et là, c'est assez cohérent par rapport à l'islamisme, puisque le vrai islamisme, et même dans l'islam classique, il n'y a aucune valorisation de la nation. Dans la Bible, et même l'Évangile, même Jésus n'a pas aboli, contrairement à ce que croient beaucoup de curés mondialistes, Jésus n'a pas aboli les nations. C'est un domaine différent. Il y a le plan politique et le plan spirituel. Dans l'islam, il y a din ou adunya. Et les islamistes rajoutent Daoula, l'État, la religion, la société, dans la mesure où tout est fusionnel. Si on est un bon musulman, on ne peut pas être contre les patries, puisque la seule politique acceptée, c'est le pouvoir islamique. Et ça explique pourquoi beaucoup de volontaires sont partis de Belgique, de France, de Suède vers l'État islamique pendant la guerre en Syrie, puisque c'est assez logique. La revue de l'État islamique, d'ailleurs, s'appelle Dar el-Islam, la revue en français, qu'on peut consulter. Vous ne serez pas inquiété par la police, et c'est sur le domaine maintenant, c'est très diffusé. Dans le numéro 5 de la revue Dar el-Islam, Daesh rappelle qu'un musulman n'a pas le droit de vivre en Europe, que normalement, dans la doctrine orthodoxe de l'islam enseignée à El-Azhar et dans nos mosquées, un musulman, normalement, doit vivre avec un pouvoir islamique. S'il est dans un pouvoir non islamique, c'est en cas de nécessité, darour, absolue, mais normalement, ce n'est pas conseillé, et pour les puristes, c'est même interdit. Donc, Daesh dit, puisque tu n'as pas le droit de vivre dans un état mécréant, si tu mets tes enfants à l'école publique, tu es déjà de facto un mécréant, tu es un apostat, tu mérites la mort. Donc, si vous faites un attentat, que vous tuez un musulman à Nice, le marché, le 14 juillet, c'est pas un péché, ce n'est même plus un musulman. Par contre, si tu veux être un vrai musulman, soit tu rejoins l'État islamique, tu fais ta hijra, la fameuse émigration, d'où le fait que dans beaucoup de quartiers en France ou en Belgique, on a vu des gens qui disaient « Mon cousin est parti en Syrie, il a fait sa hijra ». Il a fait son émigration. Le mot hijra, hégir, qui veut dire l'émigration de Mahomet de la Mecque à Médine pour fuir les païens et pour reprendre le pouvoir, ensuite revenir. Et donc, ça explique pourquoi beaucoup de musulmans en Europe, heureusement c'est une petite minorité, mais de plus en plus, sont séduits par une propagande djihadiste qui leur fait rappeler, qui les culpabilise en fait. Si tu es avec le mécréant, en bon terme avec lui, tu mets ton enfant chez l'école du mécréant, tu vas t'habiller comme le mécréant, tu es un apostat. Or, l'apostasie est punie de mort en islam. Et donc, on trouve aussi une explication, je ne dis pas qu'il faut justifier, mais moi je le dis toujours à mes élèves aussi en cours de géopolitique, la géopolitique c'est pas le jugement, c'est comprendre ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre aussi. On peut pas, et même pour lutter, il faut même un chasseur doit connaître l'animal, il n'y a pas de la haine, il connaît bien, il aime bien l'animal. Donc on doit connaître l'autre, pas avec ses propres références. Le djihadiste est cohérent lorsqu'il attaque un mécréant, puisque normalement il ne doit pas avoir d'autres relations avec le mécréant qu'une relation de guerre. D'où le terme qui désigne dans l'islamologie, dans le corpus musulman sunnite officiel, le monde mécréant s'appelle Dar el-Harb, terre de la guerre. Il y a des domaines intermédiaires, Dar el-Salah, qui est une sorte de terme de la conciliation momentanée, de la trêve, que les frères musulmans ont mis en avant pour justifier leur reconnaissance par les pouvoirs publics, mais c'est une tolérance qui n'est pas conforme à l'idéal. Et donc, ça permet aux djihadistes de dire nous sommes beaucoup plus purs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les déradicaliser. Quand un babacool islam de l'eau de rose va voir un djihadiste qui n'a pas réussi à se faire sauter et il lui dit mais tu as tort, le vrai islam il est hyper tolérant, il est melting pot, il est l'eau de rose, etc. Le djihadiste lui dit je suis désolé mais le corpus islamique est très clair. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent soumis et humiliés le tribut. Si un chrétien et un juif ne payent pas humiliés, la phrase du Coran est très claire, Sariroun. Si vous ne payez pas humilier le tribut, Jizya, Sourate 5, 29,
9-29, pardon, eh bien, il est clair qu'il y a des relations de guerre. La paix n'est permise avec le mécréant que lorsque le mécréant est juif et chrétien, mais un chrétien qui ne dit pas la Trinité. Un chrétien qui renonce à la divinité du Christ et à la Trinité, il peut être toléré comme le juif, qui lui est monothéiste assez cohérent, uniquement s'il est dans une situation d'humiliation, sariroun, et qu'il paye un impôt et qu'il respecte ce qu'on appelle le fameux pacte de Omar, le fameux calife qui a conquis le Moyen-Orient. Omar, il avait fait toute une énumération, on ne monte pas à cheval mais sur un âne, on baisse les yeux en rencontrant un musulman, on ne va pas faire de prosélytisme, mais lui peut en faire chez nous, on ne va jamais dans une mosquée, l'église doit être discrète, les processions inexistantes s'il y a des musulmans dans les parages, etc., etc. Et toujours bien sûr être gouverné et jamais gouverneur d'un musulman. Donc vous voyez que la situation mentale d'un djihadiste est malheureusement proche de l'islam orthodoxe. C'est pour ça que ça ne veut pas dire que tout l'islam est mauvais et les musulmans sont tous islamistes. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas combattre le djihadisme et l'islamisme radical. C'est les deux mamelles, hein, l'islam politique radical et le djihadisme, qui est sa version la plus violente. Ils ont le même objectif de conquête du monde, sauf que les uns, c'est par le djihad du verbe, hein, donc coupeur de langue, et les autres, le djihad physique, coupeur de tête. Mais l'objectif est le même, la matrice c'est la même, c'est les frères musulmans. Et pour revenir, j'étais un peu trop long, Erdogan joue sur les frères musulmans. Tantôt, il joue même sur le djihadisme pour buter des Kurdes en Syrie, il va recycler des djihadistes. Pour aller tuer des militants de Haftar en Libye, il va reprendre des djihadistes de Syrie. Et pour tuer des Arméniens, au profit de son allié l'Azerbaïdjan, il envoie des djihadistes. Donc, si vous voulez, le djihadisme, il a une logique propre, mais parfois, il peut être aussi instrumentalisé par des États qui, eux, ont une autre logique. C'est pareil pour le Hamas. Le Hamas a une logique propre, et à mon avis, il a agi seul. Il a agi avec ses propres prérogatives, ses propres objectifs. Il est faux de dire que le Hamas n'est qu'un proxy de l'Iran. C'est de l'ignorance totale. Pendant 10 ans, le Hamas a rompu avec l'Iran et la Syrie. Le Hamas n'a pas voulu participer à la guerre civile au profit de Bachar al-Assad. Le Hamas s'est mis du côté des rebelles sunnites pendant la guerre syrie. Donc ça se saurait si c'était un simple proxy qui obéissait à l'Iran. Mais même si le Hamas a une logique propre, ses financements, ses bitcoins, ses trafics, ses taxes, les fidèles qui prélèvent de l'argent partout dans le monde pour le donner à Gaza, donc le Hamas a des sources de financement qui ne sont pas que l'Iran. Seuls les ignorants peuvent affirmer que c'est purement un produit de l'Iran. C'est un peu plus vrai pour les milices chiites, irakiennes ou libanaises, et encore même pas pour celles du Yémen. Il y a une grande ignorance là-dessus. Mais par contre, c'est vrai aussi que le Hamas peut être utile pour la propagande d'un non-arabe. Si vous êtes un Turc non-arabe, et si vous êtes un Iranien non-arabe, comment vous allez séduire le monde arabe? En disant que vous êtes plus palestinien que l'arabe égyptien, que l'arabe syrien, que l'arabe saoudien. Et voire même mettre en porte-à-faux les autres arabes en disant « Nous les Turcs, on n'est peut-être pas des arabes, mais on est plus anti-sionistes, anti-juifs et pro-palestiniens que la plupart des dirigeants arabes. » C'est le coup de maître. Et c'est pour ça que tant la Turquie sunnite d'Erdogan que l'Iran aident, appuient, défendent constamment le Hamas, et maintenant l'Algérie le fait aussi, dans une logique de séduction, mais personne ne fera rien pour les Palestiniens concrètement. Qu'on le veuille ou non, beaucoup d'Européens, même s'ils ne vont pas à la messe, se disent encore quand même plus ou moins judéo-chrétiens ou chrétiens. Dans les mosquées en France, on apprend soit l'islam des frères musulmans, l'islam de Turquie. Nos pays sont fous, ou plutôt nos dirigeants sont fous. Ils ont laissé des ennemis de notre civilisation faire de la propagande chez nos propres citoyens pour détester ce que nous sommes. C'est quand même assez extraordinaire. Deux éléments peuvent être explosifs, s'ils sont très éloignés, pas de problème. L'explosif liquide arrive quand on mélange deux éléments. À partir d'un certain nombre, vous ne pouvez plus rien faire. En Europe, il y a des réseaux d'esclavagistes. Le droit n'est qu'une manifestation de rapport de force. Et même De Villiers, avec qui j'en ai parlé, me trouvait trop cool, trop naïf là-dessus. L'islamo-gauchisme a réussi à littéralement gangréner toutes les administrations de la plupart des pays européens. Le militant gauchiste, même anarchisant et contre l'ordre, bizarrement, il est très ordonné le jour où il faut voter.